Bonjour, bienvenue à cette session sur la taxe et le développement, sur le traitement des impôts, des taxes. Nous sommes très heureux d'avoir une série d'experts de diverses perspectives pour nous donner des aperçus sur cette discussion aujourd'hui. Joe et moi-même allons vous fournir un aperçu de notre travail récent sur le traitement des impôts de l'ODA. Nous avons beaucoup de panélistes très éminents. Nous représentons du ministre des Affaires étrangères, un autre délégué de la collaboration au niveau de la taxe, Grégoire Rozza-Graziosi, qui va parler du nouveau rapport et mettre en lumière des statistiques qui étaient inconnues jusqu'ici. Nous sommes très heureux que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que, voilà, vous êtes là avec nous. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de la journée. J'ai donc présenté tout le monde maintenant. Et nous allons maintenant recommencer avec la présentation d'ouverture. Joe, est-ce que vous pourriez montrer la présentation PowerPoint, s'il vous plaît? Donc voilà, c'est bon. D'accord. Aujourd'hui, nous avons vu que le contexte du financement pour le développement durable considère l'approche holistique des ressources qui sont publiées au point de vue privé, public et international au niveau des pays en développement. Et ceci est sous beaucoup de contraintes et de pressions. Comme nous l'avons vu, d'après le rapport publié l'année dernière, il y a des lacunes pour pouvoir financer les ODD à diminuer de au moins 20% en 2020. Ceci est dû principalement à cause de la baisse des revenus gouvernementaux qui a diminué de 22% et toutes les autres ressources externes qui sont disponibles aux pays en développement aussi ont diminué, beaucoup diminué. Les flux FDI, par exemple, ont diminué de 20% aussi, ce qui est considérable. L'assistance au développement a été très affectée par rapport à une demande croissante et ceci est difficile avec les pressions inflationnaires. Et on a donc dû faire plus avec le même montant disponible. Donc, il y a des contraintes au point de vue du financement. Il va falloir voir les divers liens des diverses ressources et examiner celles-ci. Il n'y a une seule ressource de financement ne va pas être suffisante, donc il faut qu'il y en ait plusieurs. Aussi, les communautés d'assistance doivent pouvoir voir comment elles peuvent augmenter leurs revenus et pour s'assurer que les ODA puissent être utilisés de façon efficace. On a vu que les incitations fiscales sont de plus en plus scrutinisées. Comme on l'a vu dans la session précédente, les incitations fiscales sont utilisées souvent dans le monde entier pour promouvoir les investissements, les activités d'investissement. Ceci peut être positif, mais elles peuvent aussi diminuer les capacités existantes et ne pas refléter ce qui est disponible, les fonds disponibles. Dans certains cas, on a vu dans le passé, selon certaines études, que dans les pays en développement, les incitations fiscales sont non existantes. Et dans des études récentes, on a vu qu'il y avait une grosse différence entre les taux fiscaux
dans un même secteur au pays. Ceci crée des complications. Il y a des complexités intrinsèques avec ces investigations. Il y a un manque de transparence pour pouvoir vraiment évaluer les coûts, et ceci peut entraver l'identification des programmes d'institution. Les accords qui en fait représentent le deuxième pilier, qui a établi un taux minimum mondial de taxes de 15%, à donc refléter les bénéfices existants pour diverses entreprises, qui ne sont pas toujours très élevés. Donc, en même temps, l'investissement n'est pas seulement la seule source de financement qui a été impactée par les institutions fiscales. Donc, l'ODA est aussi incentivisée elle-même par les traitements fiscaux. Dans les pays plus pauvres qui sont en développement, l'ODA représente une grosse partie de leurs finances. Elle peut représenter plus de 5-6% du financement total avant l'infallissement international. Donc la question qui se pose, c'est quel est l'impact que l'ODA va avoir par rapport à ces pays en développement. Donc, je vais donner la parole à ma collègue. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Comme Rachel a dit, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les intimidations fiscales, mais est-ce que l'ODA est différente? Historiquement, les gros bailleurs diraient que oui, les incitations fiscales de l'ODA sont importantes. Elles permettent de maximiser ce qui est disponible pour les divers projets, de réduire le transfert de ressources pour parer à diverses questions, divers problèmes. Aussi d'enlever les barrières, les obstacles pour une livraison rapide de projets ou de marchandises humanitaires, produits humanitaires d'urgence, et d'éviter le poids de la conformité pour les systèmes fiscaux qui ne performent pas bien. Aussi, donc, les raisons qui ont été citées. Voilà pour ce qui est de l'image historique, de l'historique. Donc, il y a diverses questions sur si ces raisons doivent continuer de s'appliquer ou pas. Par rapport au système de taxes des pays en développement, au cours des dernières années, ceux-ci se sont améliorés de façon très, très significative. En Afrique, donc, il y a un système semi-autonome qui est appliqué sur l'ensemble du continent en général. Les poids de non-conformité ont diminué aussi. Donc, Grégoire va en parler un petit plus tard. Les preuves montrent que c'est important de limiter les poids dont on a parlé, parce que ceci peut causer des problèmes malgré les incitations fiscales. Donc, quelquefois, les exemptions ODA font obstacle aux systèmes fiscaux. Il y a aussi des engagements par rapport à l'efficacité de l'assistance pour améliorer les systèmes pays des partenaires. Ceci améliore la gestion financière, l'efficacité de la performance en général. S'il y a des exemptions par rapport à l'ODA,
le système de développement d'un certain projet ne fonctionne pas toujours, ne s'adapte pas toujours à ces systèmes fiscaux. Donc, on a ces questions-là, on a les questions de l'impact de ces exemptions. Donc, quelquefois, ceci est fourni par rapport aux douanes, à divers niveaux. Quelquefois, il y a des abus des exemptions qui fait que la réalité n'est pas reflétée, la réalité financière et fiscale. Donc, il y a le risque de distorsion sur le marché. Il y a aussi des soucis par rapport au fait que ces exemptions pourraient être réclamées par des personnes qui n'y ont pas droit. Donc, il faut s'assurer que ceci soit fait de façon équitable. Et souvent, ceci n'est pas, on ne remet pas ça en question, donc malheureusement. Donc, pourquoi la transparence? Il y a une raison pour laquelle à l'OCDE, on a dit qu'il fallait augmenter la transparence. Les bailleurs sont engagés à réviser leur politique dans le cadre de l'agenda de mesures d'Addis Ababa. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le progrès soit réalisé, qu'on puisse le mesurer, l'évaluer. En ayant davantage de données, d'informations dans le domaine public, on peut fournir les informations aux parties intéressées et permettre au gouvernement et à toutes les parties intéressées de prendre les décisions en conséquence. En augmentant la transparence, on espère aborder les acteurs de développement par rapport à l'administration fiscale, sur la façon dont tous les éléments sont partagés, s'ils sont droits ou pas des exemptions. Dans le cas d'un projet, de savoir exactement comment elle va être traitée lorsque le projet est livré. Et pour finir, il faut analyser la situation des intensifications fiscales de façon générale et comment la transparence fiscale a été augmentée dans le cadre de diverses initiatives. Il faut qu'il y ait de l'aide à ce niveau-là. Il y a plusieurs initiatives qui sont déjà en place au niveau de l'Union européenne, au point de vue de la transparence des banques et aussi par rapport aux diverses sociétés. Il semble que c'est un petit peu comme la transparence. Il semble que la transparence sur la fiscalité et autres arrive au niveau requis et on s'assure maintenant que les diverses communautés soient les leaders au point de vue de la transparence et qu'ils ne soient pas en arrière par rapport à ça. Je vais redonner la parole à Rachel par rapport à la transparence. L'année dernière, en janvier, avec l'aide de nos membres, on a lancé le hub de politique ODA du traitement fiscal. On a maintenant collecté des informations de 21 des 32 membres, des 30 membres qui ont rempli donc ce sondage, cette étude, qui ont participé, donc à savoir 30% des ODA bilatéraux. C'est quelque chose d'assez étendu, c'est une bonne représentation des politiques des bailleurs, selon nous, ce que vous voyez sur l'écran. Nous les avons collectés lors de la première, pour voir exactement où on est, vos politiques, où en sont vos politiques, quel est le processus de révision. Donc, vous voyez ici sur le site que vous pouvez cliquer sur les divers pays qui sont listés. Vous avez accès au profil pays. Et dans le
profil pays, vous avez les données que je mentionnais tout à l'heure pour mettre en lumière les tendances que nous avons vues. Je vais en parler un petit peu donc des résultats. 4 membres du comité d'aide au développement, DAC, n'ont pas demandé de l'aide. Donc, la Hollande a une certaine approche par rapport à l'assistance gouvernementale et la TVA, de façon intéressante dans le passé, au cours des 5 dernières années. On a 8 pays qui ont révisé leurs pratiques et 4 pays qui sont aujourd'hui en train de réviser cela. Donc la France et l'Espagne. Donc nos membres progressent au niveau de l'agenda. Il faut continuer à vraiment être motivé à gérer à ce niveau-là. On va poursuivre notre discussion. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au profil pays. D'accord, donc quelles sont les prochaines mesures? Donc, certaines de ces mesures vont être réalisées au niveau de l'OCDE et j'espère que d'autres organisations nous rejoindront par rapport à la transparence. D'abord, les instruments juridiques accordant ces exemptions sont en fait le comité d'experts des Nations Unies sur la publication de recommandations fiscales. Comme on l'a vu, il y a 5 bailleurs qui ont fourni des liens par rapport à ces instruments juridiques. Il faut qu'ils soient disponibles et faire en sorte qu'ils soient utiles, bien sûr. Il faut qu'il y ait davantage d'informations pour développer les perspectives de développement de pays. On entendra un petit peu plus tout à l'heure de la part du PCT, mais on espère que bon, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Il y a un rapport de la part de la FERDI qui est disponible. Ensuite, on va parler des orientations de l'impact des orientations. Il y a certaines exceptions, donc dans quelle mesure celle-ci devait être accordée, dans quel cas, et est-ce qu'il faut suivre les orientations de l'ONU? On a publié des liens sur tous ces rapports, toutes ces informations. Donc, il y aura donc un répositoire qui sera disponible par rapport à ces informations au cours des prochaines années à ce sujet. On remercie tous les bailleurs qui ont soutenu notre travail et qui étaient là sur l'écran. Et maintenant, nous allons entendre de la part de nos panélistes. On a Valérie, donc de la Hollande, qui en aimerait nous fournir sa perspective en Hollande par rapport à ça. Merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter, débattre de ces politiques dans le cadre des pays en développement. Je vais essayer de partager ma présentation. Je vais me présenter. Je m'appelle Valérie Schulnautond. Je travaille pour le ministère des Affaires étrangères en Hollande et pour le service du développement économique. Je vais maintenant parler du traitement fiscal. Donc, jusqu'à il y a un mois, moi, je travaillais dans un autre service, donc je vais parler un petit peu des traités fiscaux dans les divers pays et couvrir diverses politiques par rapport à cela. Le développement, donc le but de la taxe et du développement, des politiques
sont pour donc encourager le commerce international. Elles doivent correspondre aussi, donc il faut minimiser les effets transfrontaliers quand il y a une non-corporation et maximiser les impacts positifs. Donc pour ce qui est de la cohérence, on a travaillé ensemble, on a collaboré et voici certains des résultats. Donc, par rapport au Parlement hollandais, on a une mise à jour par rapport à ce qui a été entrepris. On a fait ceci depuis 2016. Ces actions étaient basées sur la cohérence des politiques et sur 3 équipes. L'une des équipes traite de l'évitement fiscal, l'autre sur l'inégalité des soins de santé. Je ne vais pas en parler de l'autre, mais pour ce qui concerne l'évitement fiscal, la politique, donc il y a eu des mesures bilatérales et multinationales qui ont inclus des corrections, donc des modifications des diverses politiques. Il a bien sûr fallu lutter contre l'évitement fiscal et lutter contre les flux de travail illicites au niveau mondial. Vous voyez ici, du côté droit, les divers indicateurs pour les divers objectifs. Donc, les divers indicateurs par rapport aux pays qui ont participé au cadre inclusif de l'OCDE, dans le cadre de nos discussions. Il y a des mesures unilatérales et pour ce qui concerne l'évitement fiscal, comme vous le voyez sur l'écran. Et vous pouvez trouver tous les autres indicateurs dans notre site web. Alors, en 2021, nous avons pris une révision pour les responsabilités conjointes du ministère des Affaires étrangères. Et dans cette réponse, nous avons décidé d'intensifier la coopération. Les cabinets ont promis que le Parlement, par exemple, va participer dans les politiques importantes, les pays en voie de développement et leurs intérêts, si leurs intérêts sont pris en compte. L'idée, c'est d'appliquer des politiques généreuses pour aider les pays en voie de développement. Ça veut dire que il y aura certaines exceptions pour la politique de traité pour les pays en voie de développement. Et nous allons aussi aider. En général, il y a une collaboration proche entre le département des traités fiscaux et le ministère des Finances et le secteur privé concernant la politique fiscale internationale. Alors, concernant les lettres au Parlement et les révisions politiques, nous avons aussi des exemples plus pratiques. Par exemple, 2 fois par an, nous avons une table ronde avec le ministère des Finances et les ONG et d'autres affaires et le secteur public pour discuter. Et le ministère des Finances aussi partage les mandats, les négociations avec les pays en voie de développement. Le ministre des Affaires étrangères peut nous fournir un peu de contexte. Et maintenant, nous allons parler des résultats que nous avons atteints dans les dernières années. Donc, depuis 2016, nous n'avons pas demandé d'exemption sur les biens et services livrés en tant qu'aide gouvernementale. Et nous avons donné la bienvenue aux récentes publications de l'OECD, du traitement fiscal de l'assistance officielle au développement. Nous avons dupliqué nos fonds
pour le renforcement des capacités des pays en développement pour améliorer leur législation fiscale et la récolte fiscale. Et nous avons des exceptions dans la politique de traités fiscaux aux Pays-Bas pour les pays en développement. Par exemple, nous acceptons des taux plus élevés dans la taxation à la source sur l'intérêt et nous avons aussi des clauses anti-abus dans les traités bilatéraux fiscaux avec les pays en développement. Et dans les négociations de cadre inclusif sont sur la solution des 2 piliers. C'est parce que les Pays-Bas s'inquiètent des intérêts des pays en développement et vont continuer à accompagner les pays en développement dans la mise en œuvre des 2 piliers. Et quant aux plus récents engagements, les effets positifs de notre cohérence fiscale, politique fiscale. Donc en 2015, même avant de commencer cette politique de cohérence, nous étions au rang 23 dans l'index de conformité et en 2021, nous étions à la place numéro 7. Donc nous voyons quand même des améliorations sur cela. Oui, je pense que c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions tout à l'heure. Merci Valérie de cet aperçu très utile des Pays-Bas dans le cadre de la cohérence des politiques. C'est très intéressant de voir les méthodes d'évaluation et les résultats pour tous les indicateurs. Merci beaucoup. Notre présentateur suivant est Ashima Menen et euh, nous voyons les activités, les intérêts du PCT dans ce domaine et nous allons aussi présenter un peu le rapport de fait. Il y a des problèmes de connexion. On va essayer de se joindre à nous maintenant. Sinon, on peut continuer avec des questions pendant qu'elle essaye de se connecter. Oui, bien sûr. Donc, si vous avez des questions pour Valérie, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de discussion. Pendant ce temps, Valérie, si vous êtes toujours avec nous, peut-être que nous pouvons juste vous poser une autre question rapidement concernant votre intervention pour obtenir un peu plus de détails. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu plus de la révision en 2016 concernant comment vous avez lancé et comment cela s'articule avec la politique fiscale aux Pays-Bas. Oui, merci pour cette question. Alors, nous avons vu l'agenda de cohérence qui a été adapté en 2016 à la demande du Parlement. Et depuis, en 2021, il y a eu une révision importante qui a été entreprise par différentes parties du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a un département au ministère qui réalise des études et cette étude a été centrée spécifiquement sur la politique fiscale. Les observations ont été faites sur les analyses de cohérence fiscale de 2016 parce qu'il y avait des observations qui disaient que les indicateurs qui étaient utilisés alors nous avions pris la révision en compte. La différence, c'est que les indicateurs sont beaucoup plus complets. Au départ, nous n'avions que 2 différents objectifs. Maintenant, nous en avons 4. Je pense que je peux vous donner une réponse même plus vaste parce que je travaille ici depuis à peu près un mois. Et je peux vous donner donc une réponse plus élargie, mais je pense que c'est ça le changement principal. Eh bien, merci. Je pense que c'est incroyablement utile pour comprendre cela du point de vue de la révision de la politique fiscale qui peut avoir des résultats concrets, changer la manière dont nous travaillons. Donc, c'est excellent. Je vois que Ashima est en ligne maintenant. Ashima, êtes-vous avec nous?
Oui, Rachel, et merci beaucoup. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un problème de connexion, sans doute. Je travaille de Astana aujourd'hui, mais merci beaucoup de votre patience. Et puisque maintenant je suis connectée par mon téléphone portable, est-ce que vous pourriez peut-être mettre la présentation sur l'écran? Oui, une seconde. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je dis bonjour à tout le monde, chers collègues. Je vais commencer à parler de ce que c'est que le PCT et ses activités, et après, je vais passer aux intérêts et au rôle de le PCT dans la fiscalité. Passons donc à la diapositive suivante. Donc, le PCT, c'est une initiative conjointe des organisations principales internationales qui travaillent dans la mobilisation des ressources domestiques, c'est-à-dire le FMI, l'OCDE, l'ONU et la Banque mondiale. Et le PCT rassemble les expériences et l'expertise des 4 organisations dans les efforts pour augmenter la mobilisation des ressources, surtout dans le soutien des pays en voie de développement. On fait cela en produisant des guides sur les sujets les principaux. Nous faisons aussi des boîtes à outils et qui sont alors disséminées, et nous nous engageons aussi avec les pays sur des stratégies fiscales. Il y a aussi des partenaires qui participent sur un dialogue et qui ont des échanges sur les activités, et certaines des activités sont organisées sur les volets de travail qui se trouvent dans la colonne à droite de la diapositive qui est sur l'écran. Maintenant, lorsque les partenaires sont représentés par des fonctionnaires de haut niveau, et ce sont eux qui offrent la guidance, la direction stratégique du PCT. Les activités du PCT sont donc dirigées par un groupe de travail technique qui est composé de partenaires de haut niveau et qui est soutenu par le secrétariat qui se trouve à la Banque mondiale. Le PCT est soutenu par la France, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni par un fonds, un trust fund, un fonds de trust. Et ces pays sont invités par rotation à participer au plan de travail. Donc voilà un peu sur le PCT et sa structure. Maintenant, nous allons passer au contexte des intérêts du PCT dans la taxation. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la conclusion des conférences pour le développement. Par le programme d'action d'Addis Abeba, les pays déclarent collectivement qu'ils doivent considérer ne pas demander d'exonération fiscale sur les projets financés par l'aide gouvernementale. Et cela commence par renoncer au remboursement des taxes levées. Et cela nous aide sur le travail du traitement des taxes sur les projets financés par les aides gouvernementales. En 2021, le Comité des Nations unies d'experts sur la taxation ont publié 13 directrices non contraignantes pour expliquer. Et je suis désolée, mais madame va trop vite. Peut-être qu'on peut lui demander de parler plus lentement. Alors, euh, Hmm. Dans certaines circonstances, le traitement fiscal et il y a des problèmes qui viennent du système fiscal des pays. Ils encouragent aussi les pays bénéficiaires à évaluer l'impact de ces exonérations, surtout l'impact sur les fuites de recettes. Ils encouragent aussi la transparence, c'est-à-dire pour les donateurs et pour les bénéficiaires, de réviser et de publier leur politique.
On passe à la diapositive suivante. Maintenant, concernant les intérêts du PCT, nous allons parler de quelque chose que nous avons entendu dans votre présentation. Il y a le hub de transparence avec des informations limitées sur les politiques et les pratiques des pays en développement en matière d'exonération sur les projets financés par l'AINE. Et il y a aussi des preuves limitées de l'impact que ces exonérations fiscales peuvent avoir sur les pays bénéficiaires en termes de revenus, en termes des organes administratifs que les exonérations peuvent causer, les charges de conformité pour les contribuables. Cela présente aussi des opportunités d'abus et c'est un défi pour la gestion des finances publiques. Reste- C'est pour affronter cet écart que la Commission a lancé une étude et l'étude a été dirigée par une étude sur 3 pays, le Bénin, le Cameroun et le Kenya. Et cette étude de pays nous a montré encore l'impact des revenus et ainsi que les charges administratives et les conformités, ainsi que les retombées potentielles. Je ne vais pas rentrer dans les détails des résultats de ces études de cas parce que Redouard est l'un des auteurs principaux, Grégoire Rota, pardon, qui est avec nous et je vais lui donner la parole dans un instant. Mais permettez tout simplement que je passe à la diapositive suivante pour partager le lien du site web du PCT pour les collègues qui s'intéressent à apprendre davantage sur le PCT. Donc, merci, chers collègues, d'avoir été une public patient. Maintenant, je donne la parole à Grégoire qui va vous parler de l'étude de cas. Merci Ashima, merci de cette invitation. Je vais essayer de présenter donc ces résultats. Je vais partager mon écran. Ça va? Est-ce que vous le voyez? Oui, merci. Donc, on va parler de l'ODA, c'est-à-dire la taxation des Nations Unies, entre autres. D'accord. Alors, est-ce que je peux présenter en français? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Ou est-ce que c'est comme vous voulez, puisque nous avons des interprètes. Et donc, ceux qui ont besoin d'interprétation peuvent changer la langue.
associés à l'aide. Néanmoins, alors, merci quand même le PCT pour sa patience parce que cette étude a été menée pendant la crise du Covid. Donc on a mis beaucoup de temps à produire les données. A priori, pour les 3 pays, le système de fiscalité directe de régime de droit commun, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, est appliqué. Il n'y a pas de dérogation particulière. Néanmoins, il faut bien intégrer le fait qu'une partie de l'aide est une aide liée et qu'elle passe donc sous le coup des accords de non-double taxation les double tax agreements, les traités qui associent donc le pays aidant avec l'entreprise du pays aidant avec le régime avantageux du traité de non-double imposition entre le pays aidant et le pays aidé. Maintenant, nous nous sommes concentrés sur l'aide projet et notamment sur la fiscalité indirecte. Et, disons qu'il y a des questions qui se posent sur les exonérations, j'y reviendrai peut-être en conclusion, mais effectivement, sur les infrastructures, on a tout la relève notamment de la fiscalisation des marchés publics. Les marchés publics, en général, procèdent par des enchères, des appels d'offres avec des mécanismes d'enchères pour octroyer le marché au mieux disant. C'est vrai que dans la plupart des pays, et il y a même un défaut dans la littérature académique, à notre connaissance, on n'a pas d'études. Ces appels d'offres se font toujours hors taxe et rarement TTC, comme si la réalisation d'une infrastructure hors taxe ou TTC ne changerait pas le meilleur disant, le mieux disant, c'est-à-dire le preneur de l'appel d'offres. Pour les dépenses sociales, éducation et santé, il faut bien reconnaître que dans ces 3 pays, il y a déjà des régimes dérogatoires, des exonérations, notamment en TVA, de droit commun. Donc, que le projet soit en termes d'éducation de santé, soit financé ou non par l'aide extérieure, il n'y a pas de différence. Je veux dire, il y a des exonérations, mais celles-ci relèvent déjà du droit commun. En général, l'éducation et la santé sont hors champ de la TVA, par exemple. Et donc, le mode de financement de ce programme de santé ou d'éducation n'importe peu sur le traitement, à savoir l'absence de taxation. Alors, je vais regarder rapidement dans les 3 pays. Au Kenya, c'est simple, c'est une exonération fiscale complète en matière de fiscalité indirecte, j'entends. Donc, le Trésor essaye d'établir une liste très détaillée des biens importés et des services nécessaires pour la réalisation du projet. Et cette liste est assez difficile à établir. Enfin, l'actualisation est assez… peut engendrer des difficultés administratives significatives. Alors, c'est simple avec cette exonération complète. Néanmoins, on n'a pas du tout d'estimation des pertes de recettes et de la dépense fiscale. Il faut bien voir que même le Kenya, qui produit une liste des dépenses fiscales, estime que ces exonérations liées à l'aide projet sont directement dans son système fiscal de référence. Donc, il n'estime pas les pertes de recettes associées à l'aide projet. Maintenant, le Cameroun a essayé de changer son mécanisme et donc a essayé de basculer, on va dire, d'un système ressemblant au Kenya avec une exonération systématique à un système qui va se rapprocher du Bénin où on va essayer d'avoir justement une couverture, une appréhension du système fiscal de l'aide projet. Donc, si vous voulez, les Camerounais, avec leur loi de finances en 2018 et 2019, ont essayé de fiscaliser l'aide projet. Néanmoins, cette loi nationale était limitée par des engagements internationaux et des engagements bilatéraux entre le Cameroun et la Banque mondiale, le Cameroun et l'Agence française de développement, le Cameroun et la GIZ allemande, qui procuraient des avantages fiscaux. Donc, ce n'était pas si simple pour le Cameroun de mettre en place cette fiscalisation totale de l'aide. Donc, ils ont mis en place comme mesure temporaire provisoire
qui malheureusement souvent risque de durer, un mécanisme de crédit trésor de chaque trésor, tax waiver de chaque trésor, qui vise à éviter l'exonération, mais à ce que l'impôt, la TVA, les droits de douane soient pris en charge par l'État. D'accord? Donc, le projet n'est pas exonéré, mais le prestataire du projet ou le financeur du projet n'a pas à payer la taxe, l'impôt. Cet impôt est financé par l'État. Alors, il y a un gros problème d'arriéré dans ce mécanisme de camerounais à cause de règles budgétaires assez strictes qui contraignent d'un côté l'enregistrement de ces chèques, de ces chèques trésors. Le système reste assez complexe et il y a des risques de fraude. Alors, le Bénin, lui, a mis en place, a réussi à passer outre ce problème budgétaire. Donc, le Bénin, il n'y a pas d'exonération à proprement parler. Donc, que l'on soit clair, tout projet financé par l'aide sera taxé au titre de la TVA et des droits de douane, notamment, ou des droits d'assises, mais ces taxes seront supportées par l'État lui-même, par ce qu'on appelle des recettes d'ordre. Alors, ça ressemble à des recettes d'ordre, c'est très difficile de traduire. J'ai mis quelque chose sur le news. Recettes et dépenses d'ordre, ce sont des recettes et des dépenses qui ne représentent pas de vraies rentrées d'argent, ce sont des écritures comptables qui permettent de faire un suivi, entre guillemets, des manques à gagner. On les a assimilés aussi à des dépenses fiscales, même si ça ne réduit pas la pression fiscale per se, en soi. Mais voilà, on avait… donc, au Bénin, ils ont ce système-là. Il faut bien voir qu'ils ont une mission, un service au niveau de l'administration fiscale qu'ils appellent la mission fiscale des régimes d'exception pour gérer ce système-là qui réunit l'administration fiscale, les douanes, le trésor et le budget. On a 17 fonctionnaires ça c'est à la demande de Joe, donc ça représente presque 10% du budget de l'administration fiscale pour gérer ces chèques trésors, hein, en termes de masse salariale et en termes humains. C'est loin d'être… So it's very important. With this system, the risk of fraud is limited. It's difficult to evaluate this properly, but on these unfavorable regimes, this means that the people who support us don't know exactly how basically the fiscal situation is used. So with the system in Benin, the risk of fraud is waived and Maintenant, il y a quand même, bon, on laisse dans le papier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on ne considère que la TVA en douane, on ne considère pas la TVA finale sur le projet lui-même. Donc, il y a une couverture incomplète, hein, bien sûr. En matière de dépenses fiscales, vous voyez, les dépenses fiscales associées à l'aide projet sont de l'ordre de 0,5% du PIB en total. Et vous voyez, elles sont réparties entre les droits de douane et la TVA. Pour le Cameroun, on est autour de 0,7% du PIB. Et vous voyez, là, ça vient d'un rapport du FMI, on avait les autorisations pour utiliser ça. Vous voyez ici, c'est des exonérations d'importation de micro-ondes, de téléviseurs, etc., qui relèvent de l'aide projet et donc qui bénéficient d'exonérations de droits de douane et de TVA et qui pourraient être détournés facilement de leur destination pour être vendus dans le commerce et comment dire, détruire l'activité commerciale sur les téléviseurs et les micro-ondes, par exemple. Alors, le détaillant. Et en revanche, au Kenya, malheureusement, comme les exonérations fiscales sont dans le système fiscal de référence, il n'est pas possible d'avoir une estimée des dépenses fiscales associées.
Bref, en conclusion, dans le rapport, on fournit aussi un exemple théorique. On a essayé de faire un exemple théorique très simple. Je vous laisse le regarder si vous voulez et revenir vers nous. Donc, en conclusion, on a des exonérations complètes au Kenya. C'est très simple, mais c'est clair que c'est là où le risque de fraude et d'abus des régimes dérogatoires est le plus évident. Le Bénin et le Cameroun ont essayé de mettre en place et de limiter le risque en mettant en place ces crédits, ces recettes fictives, ces crédits, ces chèques trésors. Encore une fois, le chèque trésor, ça sert à payer les taxes, les droits dus à la douane par l'importateur ou le prestataire pour le bailleur. Au Bénin, ça marche relativement bien, mais c'est très coûteux administrativement. Au Cameroun, on a des problèmes de coordination entre les différents services concernés, en l'occurrence entre le budget et l'administration douanière notamment. Quelles recommandations pour aller plus loin? Bon, idéalement, il faudrait une taxation complète avec des remboursements. Mais vous le savez, déjà, les défaillances de remboursement des crédits de TVA limitent cette solution si simple. Une autre question qui se pose, honnêtement, et qui nous a laissé aussi un peu ouverte, c'est que se passe-t-il pour les marchés publics lorsqu'on inclut la taxe? Pas du tout évident que le mieux-disant soit le même TTC ou hors taxe. Il serait bon de considérer, ça, les principes des Nations Unies l'a introduit, le projet en tout cas de réforme des documents de Cotonou pour l'Union européenne le considère aussi, c'est d'établir une liste négative de biens qui en aucun cas ne bénéficieraient d'exonération, même au titre d'aide projet. Par exemple, dans les accords de Cotonou pour l'UE, c'est les produits pétroliers. Ils ne pouvaient pas bénéficier d'exonération de droits de douane ou de TVA, ce qui est loin d'être négligeable, sachant les consommations de produits pétroliers dans les pays comme base taxable formelle. Et enfin, bien sûr, améliorer les systèmes fiscaux dans les pays receveurs, notamment réduire les droits d'enregistrement qui sont souvent excessifs ou certains droits de douane sur le matériel, les biens d'équipement qui sont trop élevés. Merci pour votre attention. I can go back to English, of course. Thank you very much to you both. Merci à tous les deux, à tous nos panélistes. C'était une discussion très intéressante par rapport du point de vue des bailleurs, pour la révision de leur politique, par rapport aussi au système multilatéral, à l'agenda, aussi aux lacunes qu'il faut combler entre nous-mêmes et avoir une perspective à long terme. Merci Grégoire pour votre présentation. C'était une analyse très riche et j'espère qu'elle pourra être étendue à d'autres pays et qu'on pourra avoir une couverture plus importante des politiques d'incentivation fiscale. On a 5 minutes qui nous restent. Il n'y a pas de questions dans le chat. Sentez-vous libre de les mettre si vous avez des questions. Par rapport à l'étude aussi que Grégoire a présentée et par rapport au hub, donc je pense qu'on devrait garder cet espace ouvert. Il y a des mouvements des deux côtés de la part des bailleurs et des bénéficiaires. Et comment ces incitations fiscales peuvent avoir un impact de la part sur les divers pays, alors que la situation est un petit peu difficile au point de vue mondial. J'ai le plaisir de commencer cette session. Est-ce que vous avez des remarques finales que vous voulez faire? Oui, on remercie tout le monde qui était impliqué d'avoir participé à cette session pour le travail qui a été fait.
C'est quelque chose d'assez complexe et un petit peu controversé. On est très heureux que beaucoup de personnes impliquées, des délégués, participent de plus en plus à cela. On espère que par une recherche plus importante, le partage des résultats de la recherche et comme ça, de cette façon, voir comment traiter l'ODA, l'ODA, donc la fiscalité d'aide publique au développement. Donc, voilà comment agir à divers niveaux. J'espère qu'on va pouvoir partager ces informations et ainsi améliorer la situation pour les pays qui doivent relever des défis. Oui, les choses s'amélioreront au mesure qu'on poursuit notre engagement dans le cadre de ce projet. Il y aura davantage de parties prenantes. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus dans les années à venir. Merci encore à tout le monde. Je crois qu'on a encore quelques minutes, mais bon, voilà, vous pouvez partir si vous voulez. La session est terminée, close. Merci, bonne journée.